bonjour, merci de me donner l'occasion de vous présenter une partie de mes résultats de ma thèse en éthique médicale qui s'intéresse à l'annonce du diagnostic de l'oligodontie au cabinet dentaire. Alors tout d'abord, l'oligodontie, qu'est-ce que c'est? C'est une anomalie rare du développement dentaire qui se caractérise entre autres par l'absence d'au moins 6 dents. Cette anomalie dentaire, elle a d'importantes répercussions sur la qualité de vie des patients qui en souffrent sur le plan esthétique, social, fonctionnel et développemental. Il existe des traitements dentaires qui peuvent commencer de façon précoce, dès l'âge de 3 ans lorsque c'est nécessaire, et qui vont ensuite se poursuivre tout le long de la croissance jusqu'à l'âge adulte où l'on réalisera des traitements implantoprothétiques. Ces traitements, il faut donc les adapter à la croissance, il va falloir les renouveler au fur et à mesure, et donc ils peuvent être coûteux pour les familles. Cette oligodontie, elle peut être isolée, mais elle peut aussi être associée à des pathologies plus générales dans le cadre de syndromes. Le syndrome le plus fréquemment associé, c'est la dysplasie ectodermique. Et contrairement à d'autres maladies rares, le diagnostic, il est plutôt simple, il est accessible à tout chirurgien dentiste. Il va surgir plutôt pendant l'enfance et parfois de façon absolument fortuite sur une consultation de routine. Le chirurgien dentiste va réaliser une radiographie panoramique et à ce moment-là, on va découvrir qu'il va manquer des dents dans un futur proche. Alors, on s'en doute, l'annonce et la transmission d'informations dans ce contexte un petit peu de flottement, il peut revêtir certaines difficultés et c'est ce qu'on a voulu savoir quelles étaient les difficultés ressenties par les chirurgiens dentistes et les orthodontistes lorsqu'ils devaient faire l'annonce du diagnostic de l'oligodontie au cabinet dentaire. Alors pour cela, on a mené une enquête qualitative sous forme d'entretien collectif. On a divisé les professionnels de santé en 2 profils. Les profils qu'on a considérés comme experts, comme faisant partie du réseau ORAR. On les a considérés comme experts parce qu'ils réalisent ces annonces plusieurs fois par mois, voire même plusieurs fois par semaine. Et puis les non-experts, qui sont des praticiens libéraux qui ont adressé au moins une fois un patient pour oligodontie au centre de compétences de Marseille. Ça nous a permis de réaliser 5 groupes avec 4 à 7 personnes en fonction des groupes. Ces entretiens collectifs, ils ont été enregistrés au format audio et vidéo et ils ont fait l'objet d'une transcription et puis d'une analyse de contenu thématique sur le logiciel NVivo. J'ai donc eu 24 participants, 17 femmes et 7 hommes, avec en moyenne 19,6 années d'exercice, 11 experts et 13 non-experts, des hospitaliers, des libéraux et des hospitaliers libéraux, et plusieurs spécialités représentées, avec en majorité des pédodontistes, donc des chirurgiens dentistes qui soignent les enfants. Alors, que nous ont raconté ces chirurgiens dentistes et orthodontistes? Alors déjà, ils ont commencé par nous dire que l'oligodontie, ce n'était pas la maladie la plus difficile qu'ils pouvaient avoir à annoncer, parce que ce n'était pas un diagnostic de désespoir. Pour autant, il existait des difficultés que l'on a pu répartir en 5 thèmes que je vais vous détailler ensuite. Donc le premier des thèmes, c'était des difficultés dans l'organisation des consultations. Et ces difficultés-là, on les retrouvait à 2 moments, au moment de l'annonce, mais aussi après l'annonce. Au moment de l'annonce, la première des difficultés, c'est que c'est une annonce non différable. Une fois qu'on est tombé sur cette anomalie à la radiographie panoramique, même si on ne s'y attend pas, même si les conditions idéales ne sont pas réunies, il va falloir annoncer à cet enfant et à sa famille qu'il va lui manquer des dents. La deuxième des difficultés, c'est que bien qu'ils y accordent du temps, ils y accordent de 3/4 d'heure à 1 heure, il y a un moment où il faut clôturer la consultation puisqu'il y a d'autres patients dans la salle d'attente. Et ça a pu être une difficulté qu'ils ont pu rencontrer. Et puis, quelque chose qui est décrit en particulier par les experts, c'est parfois difficile de devoir faire cette annonce seul. Ils aimeraient pouvoir la faire en équipe, alors avec un autre chirurgien dentiste, dans une équipe avec quelqu'un qu'ils auraient choisi, ou avec un médecin généticien, une psychologue ou un conseiller en génétique. Après l'annonce, on retrouve également des difficultés avec des délais entre les différents temps de l'annonce qui sont décrits comme difficiles entre l'annonce chez le non-spécialiste en ville et ensuite le délai pour avoir le rendez-vous avec le spécialiste. Ça a été décrit par le non-spécialiste et par le spécialiste. Le délai entre les différents temps de diagnostic qui peut avoir entre le diagnostic clinique et le diagnostic moléculaire. Et ensuite, le délai qui peut exister entre le moment où on a fait l'annonce et le moment où on peut mettre en place les traitements.
L'autre difficulté rencontrée après l'annonce, c'est de pouvoir faire une annonce de complément, de pouvoir revoir ces familles dans un deuxième temps. C'est parfois très difficile à mettre en place sur le terrain et c'est quelque chose que les praticiens regrettent. Et pour finir, l'éloignement géographique de certaines familles des centres experts peut rendre plus difficile la mise en place d'un parcours thérapeutique idéal. Le deuxième des thèmes que l'on retrouve, c'est celui des traitements dentaires. Alors celui-ci, il est difficile en particulier pour les non-experts parce que bien sûr, ils sont très heureux de pouvoir proposer ces traitements dentaires aux familles. Pour autant, c'est des traitements qui peuvent être complexes et qu'ils rencontrent peu fréquemment et ils vont avoir besoin de réfléchir. Ça va être plus difficile pour eux de proposer ce traitement à l'enfant et à sa famille. Et en plus, c'est des traitements qui sont très longs, je vous l'ai dit, ils peuvent commencer dès l'âge de 3 ans et se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Et il y a difficulté de se projeter aussi longtemps et de présenter un plan de traitement sur 15 ans. Une autre difficulté encore retrouvée chez les non-experts, c'est les aides existantes dans cette anomalie, parce qu'ils alertent dès la première consultation sur les coûts inhérents au traitement, mais ils ont du mal à venir proposer des solutions, alors qu'il en existe, même si les modalités pour y accéder sont restreintes. Il y a une ALD en particulier qui est associée à l'oligodontie. Le quatrième des thèmes, c'est celui du contenu du discours. Alors, tous les praticiens sont d'accord sur le fait qu'ils sont là pour poser un diagnostic dentaire associé à un traitement dentaire dans lequel ils vont rentrer plus ou moins en détail. Ils se posent plus de questions sur s'ils doivent avertir dès la première consultation sur la durée des soins ou si c'est quelque chose qui doit venir par la suite. Il y a des difficultés sur l'étiologie génétique. Alors, pour les non-experts, d'aller sur le diagnostic de l'étiologie génétique, pour les non-experts, parce qu'ils n'y pensent pas, et pour les experts, parce qu'ils se demandent jusqu'où ils doivent aller, tout en restant dans leur domaine de compétences et dans l'attente de la famille et de l'enfant à ce moment-là, dans ce lieu-là. Et donc, ils ont aussi des difficultés d'amener certaines questions qui pourraient les amener à ce diagnostic génétique, par exemple la consanguinité. Et puis la difficulté qu'on a retrouvée aussi, c'est d'admettre auprès de la famille qu'on a une limite de connaissance, que cette limite de connaissance, ça soit parce que nous-mêmes, on ne sait pas, ou parce que la science ne peut pas encore répondre aux interrogations. Et finalement, la dernière des thématiques, qui est celle pour laquelle on a retrouvé le plus de choses, c'est celle qui est inhérente à la relation humaine. Pour les chirurgiens dentistes, c'est difficile de prendre le rôle d'annonceur. C'est difficile du fait de l'image du dentiste qui peut ne pas être vu comme le professionnel de santé le plus à même de faire ce genre de choses. C'est difficile parce que ça va aller puiser dans ses ressources, avec la difficulté de transmettre l'information, d'être sûr que la personne en face de nous comprend, sachant que cette consultation-là, elle n'est pas transposable à d'intégrum. Il va falloir s'adapter à chaque consultation, à la famille que l'on a en face de nous, au manque d'affinité, à l'absence d'un des conjoints, à la caractéristique sociale, à la caractéristique familiale, toutes ces choses-là qui vont demander que l'on s'adapte au fur et à mesure. C'est encore plus dur d'être annonceur d'une maladie rare qui est complètement inattendue dans certaines fois, inattendue pour le chirurgien dentiste, pour l'enfant, pour la famille, mais même pour la société, puisqu'on entend souvent un enfant sans dents, ça n'existe pas, et pourtant... c'est difficile aussi d'être un annonceur en pédiatrie, d'annoncer sur quelque chose qui concerne un enfant, devant un enfant qui va avoir un comportement d'enfant pendant cette consultation et qui peut venir perturber l'échange d'informations parce que les parents vont être plus accaparés par leur enfant que par ce que peut être en train de dire le praticien. Certains interlocuteurs sont plus difficiles, soit le patient qui arrive après de l'errance diagnostique, même si c'est quelque chose qui existe peu dans l'oligodontie, c'est quand même quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui peut complexifier l'annonce. Aussi les difficultés sur le parent qui a été lui-même patient et qui va transposer son histoire sur l'enfant et qui va même parfois remettre en question ce que dit le professionnel de santé. Le Covid est venu perturber cette annonce puisqu'il a instauré des distanciations sociales. Mais une fois que l'annonce est faite, il y a encore des difficultés. La réaction des patients et de l'enfant à l'annonce peut être difficile, alors soit parce qu'il n'y a pas de réaction, qu'on ne sait pas ce que pense la personne en face de nous, soit parce que les réactions vont déstabiliser. La peur, la culpabilisation, la recherche de coupables, ce sont des choses qui peuvent déstabiliser les praticiens de santé qui ont à faire cette annonce. Et puis les relations entre professionnels de santé, c'est
difficile pour certains de devoir faire une annonce après une autre annonce sans savoir ce qu'a dit le praticien avant nous, et que ce praticien avant nous soit un professionnel libéral en ville ou un professionnel de santé à l'hôpital de la même équipe. Et ces difficultés relationnelles, on va les retrouver ensuite dans le parcours de soins, puisque ça dure très longtemps. Et donc, il y a des modifications d'interlocuteurs qui vont potentiellement demander des choses différentes. Et ce sont des choses qui peuvent être difficiles pour ces professionnels de santé. Alors, ces thématiques, on les a regroupées en 2 grandes thématiques, qui est celle des difficultés pratiques. Alors, pour les traitements dentaires et les aides existantes, la bonne nouvelle, c'est qu'il est sorti en 2021 un PNDS qui regroupe les grandes modalités de traitement. Alors, ça ne va pas permettre de personnalisé, mais ça va permettre aux chirurgiens dentistes de ville de pouvoir avoir un document d'aide pour délivrer l'information. Et puis, oui, quelquefois, peut-être qu'il faut admettre qu'on va s'éloigner de la consultation d'annonce idéale, en particulier lorsqu'on a des biens de santé limités et en particulier des limitations de moyens humains. Il faut peut-être, et c'est ce que semblent faire certains praticiens, accepter d'être pas dans l'annonce idéale pour pouvoir voir le plus grand nombre de patients et donc privilégier le principe de justice. Et puis l'autre grande thématique, c'est celle de la transmission de l'information et de la relation humaine. Donc annoncer une mauvaise nouvelle, quelle qu'elle soit, c'est difficile. Pour autant, ça fait partie du rôle des chirurgiens dentistes et des orthodontistes, comme peuvent le rappeler le texte de la loi du 4 mars 2002, mais aussi le référentiel des compétences du chirurgien dentiste. Pour pouvoir annoncer, il faut connaître la maladie et son traitement, mais il faut avoir aussi des capacités à communiquer. C'est un prérequis indispensable à l'autonomie du patient. Alors, dans ce cas-là, ne rien dire n'est pas une option, mais le faire de manière accablante, ce n'est pas non plus acceptable. Connaître les difficultés des chirurgiens et des orthodontistes, ça nous a permis de mettre en lumière le fait qu'il faut former ces praticiens de santé à la communication médicale, parce que plus le praticien sera à l'aise avec l'exercice, meilleur sera le suivi du parcours de soins pour le patient et leur famille. Je vous remercie. Merci beaucoup de valider l'existence de structures comme la filière et les réseaux. Et vraiment, c'est remarquable. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tu en as eu? Juste, c'est plus une remarque qu'une question en fait, mais c'est très important de mettre le doigt sur ces soucis de communication, parce que c'est vrai que là partout en médecine, on commence à peine à être, enfin, c'est la formation à la communication et à l'annonce de mauvaises nouvelles est récente, ça se développe dans plein de sujets, en neurochirurgie, ils le font ici en anesthésie, enfin partout, et c'est vrai que il faut être à la fois formé, il y a aussi une part d'expérience qui est irremplaçable dans la manière d'annoncer des mauvaises nouvelles, quelles qu'elles soient. Puisque ces mauvaises nouvelles, c'est attendu, pas attendu, et c'est vraiment une formation à part entière. Enfin, donc voilà, merci beaucoup d'assister là-dessus, c'est très, très important. Oui. Désolé, tu gardes le micro, Max, très bien. En fait, j'aurais posé des questions à toutes les conférences. Et du coup, Isabelle, juste il y avait une question concernant dans les cas des oligodonties syndromiques, parce qu'on sait qu'on peut avoir des oligodonties dans plus de 60 syndromes. Et est-ce que vous avez touché ces sujets-là dans les interviews avec les praticiens? Je sais que ce n'est pas les chirurgiens dentistes qui vont donner les diagnostics directement d'un syndrome, mais tu sais bien qu'on est une porte d'entrée parfois à des diagnostics comme la dysplasie ectodermique. Je ne sais pas s'il y a eu des chirurgiens dentistes qui t'ont parlé de ça. Alors, etc. Le chirurgien dentiste non expert, non. Il n'y a pas pensé parce qu'il dit qu'en fait, ce qu'ils ont beaucoup dit, c'est que s'ils voient rien d'autre, c'est qu'il n'y a rien. Bon, donc on sait que c'est pas vrai, que des fois ça peut être frustre. Donc le non-expert n'y pense pas, donc en fait il n'a même pas de problème. C'est plus pour l'expert de savoir quelle est la limite. Et ça, ils n'ont pas proposé de solution, ils ont juste dit que et puis ils n'étaient pas tous d'accord, ils n'allaient pas tous vers la même chose. Mais en tout cas, ils amènent le diagnostic moléculaire que fait Agnès et toi, mais pas forcément dans le même temps. Il y en a qui le font dès la consultation d'annonce, il y en a qui vont le faire au cours du parcours, après avoir revoir les choses. Mais poser vraiment le diagnostic général, normalement, ça ne fait pas partie du champ de compétences. Oui, non, ils ne vont pas poser le diagnostic, mais parfois on doit y penser éventuellement à un cadre syndromique. On va éventuellement devoir dire aux patients, oui. Écoutez, on va soit vous adresser vers la génétique,
Oui. On va devoir éventuellement aller chercher un petit peu plus loin parce qu'il y a d'autres signes associés. L'effet juste de parler aux patients de ça, parfois même à moi, ça me fait énormément peur de dire écoutez, je vois d'autres signes, surtout chez l'enfant, parce que la dysplasie ectodermique, souvent avant 4-5 ans, parfois, ce n'est pas encore diagnostiqué dans certains cas. Et c'est ça, je ne sais pas si éventuellement pour l'avenir, c'est une question éthique assez, je trouve, intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, il y a un truc qui m'a interpellée dans votre présentation, c'est vous dites justement qu'il faut déjà peut-être préparer le patient aux 15 ans de traitement qu'il va subir. Et encore, hein, les odontologistes pédiatriques parlent des 15 ans, mais tous les 10 ans, il faudra faire les prothèses. Hein, donc, en fait, c'est toute la vie, quoi. Donc, effectivement, un patient arrive, il est bien, et puis on va lui dire que toute sa vie, il va avoir des prothèses assez complexes. Est-ce que vous pensez qu'un omnipraticien qui se retrouve avec un cas comme celui-là est en situation d'envisager tout ça ? Comment ils se sont sentis ? Est-ce qu'ils se sont sentis perdus ? Est-ce qu'on doit faire un effort en formation initiale, en formation continue ? Ah oui, c'est très difficile pour eux de se projeter aussi longtemps. Alors, ils en connaissent les grandes lignes et encore. Mais oui, c'est clairement difficile. Et puis, ça ne va pas tellement leur arriver peu souvent, peut-être 1 ou 2 fois dans une carrière, que des fois, la formation initiale, elle est loin. Et question un peu directe et peut-être complexe. Est-ce qu'un praticien qui n'est pas rodé à ce type de pratique va être en situation de prendre en charge complètement un cas complexe, ou est-ce que finalement tout ce réseau avec des experts est moi, utile ? Si vous me demandez mon point de vue, pour moi, le chirurgien dentiste libéral, il doit initier le parcours, il doit être capable d'adresser aux bonnes personnes, et c'est tout. Donc il y a un relais de correspondance qu'il faut introduire peut-être dans les mentalités à venir, dans les générations futures. Et là, je vois beaucoup de têtes comme ça dans l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci de ce travail remarquable.